Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver. Il est 18h30. On est en direct dans le studio de Boursorama de Boursorama. Bienvenue pour ce webinaire. On est ensemble pour parler crypto-actifs et la façon dont on peut s'y exposer à travers les ETN. Et je vais tout de suite baisser le son de mon téléphone portable car oui, on est aussi en direct sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Boursorama et vous pouvez même poser également vos questions sur le chat YouTube. Alors voilà, crypto-actifs, ETN, waouh, tout ça va trop vite, vous n'avez pas l'impression de comprendre tous les termes, trop de vocabulaire inconnu, trop de jargon, ça tombe bien parce qu'on va décrypter tout ça ce soir avec mes invités, justement des débuts de la crypto, du Bitcoin, du développement parfois tumultueux de cette classe d'actifs et bien sûr on abordera en détail la partie qui vous intéresse, la partie concrète, comment investir avec Boursorama et notre partenaire CoinShares. Et pour parler de tout ça avec moi ce soir, ils sont là, ils sont affûtés, duo de choc, Benoît Pellevoisin, directeur marketing, communication et relations investisseurs chez CoinShares France. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et à ses côtés, ceux qui connaissent les webinaires Boursorama le connaissent maintenant par cœur, Thomas Vitou, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent, bonsoir Benoît. Bon, on a un sacré programme, messieurs. On a déjà d'ailleurs, je vous le dis, je ne vous mets pas la pression, plein de questions qui sont tombées. Mais avant tout ça, on va faire les choses bien. Je le disais, cette offre de TN Crypto, elle se fait chez Boursorama en partenariat avec CoinShares, que tu représentes ce soir, Benoît. Quelques mots sur CoinShares. Bien sûr, déjà merci encore pour l'invitation et on est très heureux de ce partenariat. CoinShares, c'est tout simplement aujourd'hui le leader européen de la gestion d'actifs numériques. On gère aujourd'hui entre 6 et 7 milliards. Au plus haut, on a géré jusqu'à 11 milliards. Et on est là depuis très très longtemps en fait. Donc je vais un peu raconter la société. Tu veux nous faire la genèse ? Ouais, je vais faire la genèse. C'est toujours intéressant pour comprendre un peu d'où on vient. Mais je pense que ce qui distingue CoinShares de beaucoup d'acteurs crypto, c'est l'historique de CoinShares et notamment notre rapport à la classe d'actifs. On dit qu'on est la voie raisonnable vers les actifs numériques. Pourquoi ? Parce que le pédigré des fondateurs de CoinShares, qu'est-ce que c'est ? C'est le pédigré de gens qui viennent de la finance traditionnelle, de JP Morgan, de Salomon Brothers, de très grands asset managers, et qui, en fait, ont découvert Bitcoin en 2012-2013. Donc super tôt quand même. Super tôt, oui. Et voilà, donc, et en fait, en voyant cette classe d'actifs, ils se sont dit, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est super intéressant, ça ressemble au trading de pétrole dans les années 90, début 90. Et donc, c'est une classe d'actifs qui va se financiariser et qui va se titriser. Et donc, on doit l'approcher comme une classe d'actifs et pas comme un espèce de truc exotique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plaquer et caler toutes les conventions en fait, de la catégorie finance traditionnelle sur cette classe d'actifs. C'est-à-dire produits financiers traditionnels, sociétés cotées, audit, transparence, etc. Donc, c'est vraiment, ça a toujours été on va dire la recette de CoinShares. L'ADN de CoinShares, c'est ça. Donc, on est un peu les gens, si je peux me permettre de dire, chiants de l'industrie. Mais ça nous a réussi. Sérieux. Mais ça nous a réussi et aujourd'hui, on est aujourd'hui une société cotée au Nasdaq. On a fait notre cotation il y a quelques mois. Et puis auparavant, on était coté au Nasdaq en Suède. Là, maintenant, on est aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est de faire tout ce qu'il y a de mieux de ce qu'on fait dans la finance traditionnelle pour montrer que cette classe d'actifs, il faut en avoir parce que c'est une vraie classe d'actifs et elle a des bénéfices pour un investisseur. Et je pense qu'on a une petite frise, tu disais, dès 2013, dès 2014, vous êtes sur le coup, si je puis dire, et vous avez accompagné, et on va y revenir, mais finalement, toutes les étapes de développement de la crypto. Exactement, c'est le slide juste après. C'est exactement ça. Donc, en 2013, les fondateurs se disent le Bitcoin est quelque chose de très intéressant, et ils sont les premiers en fait à créer le premier fonds Bitcoin régulé au monde en 2014 et puis en 2015 créer le premier produit négocié en bourse Bitcoin au monde, etc. jusqu'à en fait faire la même chose pour Ethereum, faire la même chose pour XRP qui est une autre crypto qu'on évoquera aujourd'hui. Et puis en 2020, on crée même le premier indice BMR hors Bitcoin. Puis on va plus loin où on va créer notamment en fait les premiers ETP de staking. Enfin, je vais rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses hyper techniques. Parce qu'il y a peut-être déjà des gens qui sont en train de paniquer, en train de dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter ? Vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça dans le détail. Et pour ce faire, on va grimper dans notre DeLorean virtuel. On va faire un saut de quelques années en arrière pour revenir là où tout a commencé finalement. Et c'est utile pour comprendre là où on veut en venir, la naissance
la naissance de Bitcoin. Exactement. Ouais. C'est exactement le... En fait, déjà, c'est mieux de commencer par Bitcoin pour comprendre. Et donc, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Parce qu'il y a vraiment Bitcoin et les autres. Ouais, on va dire que Bitcoin a une thèse d'investissement et des bénéfices très particuliers qui le distinguent d'autres cryptos. Puis c'est on va dire tout simplement l'origine. Il faut bien comprendre que Bitcoin, c'est le produit d'énormément d'innovations technologiques financières qui ont précédé en fait sa genèse dans les années 90, début 2000, où les gens se posaient la question de monnaie virtuelle, comment on crée une monnaie virtuelle. Oui. Et donc on a un espèce de génie, Satoshi Nakamoto, qui va assembler toutes ces innovations pour créer Bitcoin. C'est peut-être plusieurs personnes d'ailleurs. Voilà, c'est plusieurs personnes. Là aussi, il y a une mythologie autour de ça. Il y a toute une mythologie. En tout cas, il y a un espèce de groupe autour de lui, de gens qu'on connaît, certains sont encore vivants, etc. Et il présente Bitcoin, et notamment, il faut bien comprendre qu'il présente Bitcoin au moment de 2009, au moment où la crise financière, en fait... Lehman Brothers. Lehman Brothers. On est en plein dedans. Fannie Mae. Les subprimes viennent d'exploser en vol. Les subprimes viennent d'exploser. Il y a un gros problème de confiance au global vis-à-vis de la finance traditionnelle, des banques, des gestionnaires d'actifs, etc. Et lui, à ce moment-là, en fait, il lance Bitcoin et il le lance notamment... Le premier bloc miné dans Bitcoin, ça va être cette couverture qu'on voit dans la présentation, qui est la couverture du Times, où on apprend que le ministre de l'économie, en gros, en substance, anglais, va sauver l'une des banques, notamment en finançant, en injectant de la liquidité, voilà. Parce qu'il n'y en a plus, il y a un terrible assèchement de liquidité, crise de confiance majeure. Voilà. Donc, et en fait, Bitcoin, le propre de Bitcoin, sa technologie, elle sert à justement ramener de la confiance, parce que dans Bitcoin, il n'y a pas besoin d'intermédiaire pour qu'une transaction se fasse. Alors que le principe de la finance, c'est tout simplement que des intermédiaires, c'est hyper segmenté, tel intermédiaire fait ci, fait ça. Dans Bitcoin, quand j'envoie de l'argent à Thomas, quand j'envoie de l'argent à Laurent, j'ai pas besoin d'intermédiaire. Tout ça va se passer de manière complètement décentralisée. Et donc, c'est des transactions de pair à pair de manière complètement décentralisée. Alors ça, c'est un des avantages, mais c'est pas le seul. C'est même pas les seules caractéristiques intéressantes de Bitcoin. Exactement. Ouais. Donc il y a la première qu'on disait, voilà, c'est complètement décentralisé, ça élimine les tiers. Voilà, il y en a une deuxième, c'est la sécurité cryptographique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on entend souvent dans la presse que des cryptos ont pu être hackés, des choses comme ça, mais c'est pas des cryptos en général, c'est des intermédiaires qui sont hackés. Et Bitcoin, le protocole n'a jamais été hacké. Lui. La fameuse blockchain, c'est ça? La blockchain, exactement, n'a jamais été hackée. Et elle est sécurisée cryptographiquement. Il y a un deuxième principe qui est, on a une offre en fait limitée, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et puis le quatrième point qui est assez important aussi, c'est tout simplement que peu importe où vous soyez dans le monde, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez accéder à Bitcoin. Donc il y a un enjeu aussi de capacité d'accéder à de la finance, à une bancarisation via Bitcoin. Donc ces 4 points en font vraiment quelque chose de très singulier. Donc le premier, c'est cette décentralisation, c'est-à-dire qu'on ramène de la confiance. La deuxième, c'est que c'est hyper sécurisé en termes de protocole, ça n'a jamais été hacké. Le troisième, c'est que c'est limité, c'est rare. En fait, il y a une rareté, une rareté, voilà. Et puis une dernière chose, c'est que c'est démocratique, c'est que tout le monde peut y accéder. L'aspect rareté m'intéresse tout particulièrement. Comment ça fonctionne? Pourquoi ce choix, si ces motivations d'ailleurs sont connues? Alors, il y a plein de théories, mais on va partir de... Je crois qu'on a un graphique qui nous montre d'ailleurs comment tout ça va ralentir au fur et à mesure, va décroître au fur et à mesure du temps. Donc ce 21 000 Bitcoin, il est un petit peu... On ne sait pas d'où ça vient. Il y a plusieurs théories comme quoi ça viendrait du gambling, que le 21, ça signifie... Un mystère de plus autour. Un mystère de plus. Mais toujours est-il que, comme vous pouvez le voir sur le graphique, déjà, il faut comprendre que aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'inflation de Bitcoin est moins élevée que l'inflation de l'or. C'est-à-dire qu'on va émettre moins de Bitcoin par an qu'on émet d'or en fait chaque année. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ce taux d'inflation ne cesse de baisser jusqu'à ce que l'émission de Bitcoin soit totale. Et on estime que les 21 millions de Bitcoin auront été émis, on est, je crois, début 2100, à peu près. D'accord. Et avec cette idée que tous les 4 ans, en fait, il y a un cycle, on appelle ça le halving. Tous les 4 ans, c'est de plus en plus difficile de miner du Bitcoin, donc de produire du Bitcoin. Si on fait une analogie, c'est comme de dire, ce serait 2 fois plus difficile, en fait, d'aller extraire de l'or. Extraire de l'or. Ouais, tu dois creuser 2 fois plus exact, profond. il faut être 2 fois plus fort, ça demande 2 fois plus de capacité de calcul, enfin voilà. Et en faisant cela, nécessairement, on rend la rareté de plus en plus difficile, et d'une certaine manière, on valorise le Bitcoin. Et on sait d'ailleurs,
aperçu, on n'a pas de slide, enfin j'ai pas de slide là-dessus, mais on s'aperçoit que après chaque halving, en général, on est dans un bull run. Enfin, c'est un peu un, c'est pas Donc c'est une phase systématique. haussière. Tu vas devoir employer pardon, du excuse-moi, français. Hein, voilà, excuse-moi, voilà. Après chaque halving, en général, comme la rareté est de plus en plus présente, on a nécessairement une phase haussière. Et comme le Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, alors évidemment, il y a des futurs, il y a des produits synthétiques autour de Bitcoin, il y a quand même toujours, tout simplement, c'est une loi très simple de l'offre et de la demande. Plus il y a de demande et qu'il y a de la rareté, plus la rareté est pressurisée, plus ça fait monter le prix, tout simplement. Bon, on pourrait se dire, comme ça, les gens qui nous regardent, c'est individuel, c'est sympa, on fait de l'histoire avec Benoît Pellevoisin, on apprend plein de choses sur le Bitcoin, mais bon, moi je suis quand même là pour savoir comment je peux investir, et puis surtout, j'aimerais bien savoir comment cette nouvelle classe d'actifs, elle s'est comportée dans le temps par rapport aux autres. Est-ce que tu as une réponse à nous apporter là-dessus ? J'ai une très bonne réponse. Donc ça reste une classe d'actifs jeune. Par conséquent... C'est important de le rappeler. Ouais, c'est très jeune. Il ne faut pas oublier, c'est 2009, on l'a dit, on est en 2026. Donc quand on regarde sur les 10 dernières années, on peut le voir, en fait, Bitcoin parmi toutes les classes d'actifs qui une très belle slide avec plein de couleurs. Ouais, il est beau, il est très beau. Peut-être on peut l'avoir en plein pot en régie pour qu'on voit un petit peu, qu'on distingue un petit peu ce qu'on montre dans cette slide. Donc vraiment, l'idée, c'est on a pris en fait les classes d'actifs connues, donc que ce soit le dollar, le cash, les matières premières, l'immobilier, l'or, le 10 ans américain, etc. Et on a regardé en fait qu'est-ce qui performait le plus sur les 10 dernières années. Et on s'aperçoit en fait que pratiquement sur les 10 dernières années, en fait, sur les 10 dernières années, 7 ans, le Bitcoin a surperformé toutes les autres classes d'actifs. Alors, ce qu'on voit aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi que quand il sous-performe très fort. Ouais. Donc, c'est une classe d'actifs extrêmement volatile. Donc, la volatilité aujourd'hui baisse de plus en plus. Qui s'explique parce qu'il y a un phénomène d'institutionnalisation. Il faut bien comprendre que ce qui distingue Bitcoin aussi, je ne l'ai pas évoqué, de toutes les autres classes d'actifs, c'est que c'est la première et seule classe d'actifs dans toute l'histoire de la finance qui a d'abord été adoptée par l'investisseur individuel. Intéressant. Et donc, c'est ce qui explique aussi le rapport, on va dire, complexe des grands institutionnels à cette classe d'actifs. Et donc, quand l'individu, si je peux me permettre, l'investisseur individuel, il n'a pas nécessairement la discipline qu'aurait un grand institutionnel en disant « Ok, ça baisse, mais je ne vais pas vendre et je vais attendre, ou je vais gérer ma volatilité, je vais gérer mon risque. » Donc, quand c'est volatile, c'est très volatile, ça pump énormément, ça monte énormément, et quand ça baisse, évidemment, on a des espèces de crash. Et je pense qu'on aura peut-être des questions d'ailleurs sur ce qui se passe récemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en ligne si vous êtes client Boursorama ou sur YouTube, on est là pour y répondre. Voilà, donc en tout cas, moi ce que j'aime à dire, c'est que c'est une classe, Bitcoin précisément, ça ressemble beaucoup à de l'or avec une croissance potentielle, puisque c'est un actif encore très jeune. Et qui dit croissance dit évidemment nécessairement volatilité. C'était important d'ailleurs de le rappeler, et cette slide le fait très bien. L'autre chose, Benoît, et il faut forcément qu'on en parle, c'est aussi qu'il y a longtemps eu, tu l'as dit, c'est un paradoxe, parce qu'à la fois elle a été la première classe d'actifs adoptée en priorité par les investisseurs individuels, et en même temps, il y a aussi une grande partie des investisseurs individuels sur lesquels il y a eu de la défiance des autorités, mais aussi investisseurs individuels en disant il y a beaucoup de mystères. Je ne vais pas te faire la liste des préjugés qu'on a sur le Bitcoin, mais ça sert à blanchir de l'argent. Vos Bitcoins ne sont jamais vraiment les autres. Et comment on est sûr que ça a la moindre valeur, etc. Donc ça sera intéressant de t'entendre là-dessus. Et puis quand même aussi de dire que dans cette histoire encore jeune, 2025 marque sans doute un tournant, une vraie maturité pour Bitcoin et un peu les autres cryptos. Ouais. Alors bon, il y a énormément de mythes sur Bitcoin. Il y a le mythe effectivement de blanchir de l'argent. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a écrit beaucoup de rapports sur ce sujet-là. Ce qu'il faut bien comprendre, je ne l'ai pas précisé, mais la blockchain aussi, c'est transparent. C'est-à-dire que l'argent que j'envoie... C'est pas anonyme. C'est pas du tout anonyme, c'est pseudonyme. C'est très différent. C'est-à-dire que je peux savoir en fait quel est le portefeuille le porte-monnaie de Thomas ou le tien assez facilement, et je peux suivre toutes vos transactions. Ça, donc en fait, la police adore la blockchain. Il ne faut pas croire. Voilà. La police adore ça. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on estime que 5% des dollars servent à blanchir en fait, des opérations illicites. Bitcoin, c'est beaucoup moins. Donc je crois qu'on estime que c'est plutôt même pas 1%. D'accord. Donc en fait,
cette critique, c'est une critique qu'on pourrait faire dans ce cas au dollar, et je n'ai pas envie de spécialement jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, enfin voilà, ce serait un peu compliqué, parce que c'est quand même la principale monnaie utilisée dans le monde. Donc voilà, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. Il y a un deuxième argument qui est aussi souvent critique, qui est un mythe, qui est autour de la notamment des sources d'énergie, que ça polluerait énormément. Alors c'est énergivore, mais aujourd'hui, pour miner un bitcoin, il faut. Oui, il faut de l'énergie, mais en fait, on a encore en mémoire ces fermes de cartes graphiques exactement, qui sont en train de miner du bitcoin. Mais aujourd'hui, en fait, ce dont on s'aperçoit, aujourd'hui, le pays qui mine le plus désormais, ce sont les États-Unis. D'accord. Et en fait, le bitcoin devient un moyen d'équilibrer tout simplement la grid, enfin comment dire, l'infrastructure électrique, l'infrastructure énergétique. C'est-à-dire que quand il y a des moments où en fait il y a trop d'électricité, les fermes de bitcoin vont s'en servir. Quand par exemple les gaziers, en fait aujourd'hui il y a énormément de producteurs de gaz aux États-Unis qui ont une surproduction et même ont des moments où ils ont besoin de en fait, ils ont besoin d'extraire du gaz. Ils ont besoin d'extraire le gaz, sinon ça risque de péter. Et ben en fait, là, il y a des fermes Bitcoin qui prennent ça. Donc en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça sert énormément à ça. Et on a de plus en plus aussi, on a un très gros projet aux États-Unis de data center qui mine du Bitcoin, et pas uniquement, qui est maintenant directement plugué à du nucléaire. Donc en fait, c'est de l'énergie propre. Et même ce qui est encore de plus en plus intéressant, puisqu'on parle beaucoup d'IA, de tous ces sujets-là, en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mineurs en fait, qui sont devenus qui fournissent le compute pour des modèles d'IA, en fait. D'accord. C'est devenu un deuxième source de revenus, une deuxième activité. Voilà. Donc quand en fait ils n'ont pas besoin de trop miner de Bitcoin parce que l'activité du réseau est faible, en fait ils vont miner, ils vont en fait utiliser leur compute pour faire exactement pour des tokens. Si on revient sur cette année 2025, je le disais, tu étais d'accord avec moi, ça a vraiment marqué des jalons importants dans l'histoire de la. Alors 2024-2025, c'est vraiment des moments très très importants. Le premier, c'est déjà en fait l'arrivée des ETF Bitcoin aux États-Unis. Il faut dire que l'Europe était bien en avance. C'est le slide précédent, si je ne me trompe pas. Donc il y a l'arrivée des ETF Bitcoin aux États-Unis qui ont un succès phénoménal. On n'a jamais eu un tel succès dans toute l'histoire des ETF, avec BlackRock, Fidelity, Invesco, les plus grands asset managers, enfin gestionnaires d'actifs américains qui en fait lancent ces produits. Et donc c'est d'une certaine manière, comment dire, c'est une manière de valider en fait la classe d'actifs. Il y a 2024, il y a aussi le halving. On a une politique monétaire qui a été moins restrictive qu'anticipée. Puis on a le début des élections américaines qui arrivent. Et puis 2025, alors là, c'est le moment hyper important. C'est que la plus grande puissance du monde, en fait, valide politiquement en fait, la classe d'actifs en créant une réserve de Bitcoin en fait, fédérale. En poussant les régulations pro-Bitcoin, pro-crypto. Et voilà. Et donc, 2025, c'est vraiment ce moment, on va dire, l'institutionnalisation dans le pays qui est le centre du monde de la finance, c'est-à-dire les États-Unis. En fait, on valide une classe d'actifs qui a maintenant, on va dire, 18 ans, 17 ans. Et ça, peut-être la plus belle preuve, c'est aussi l'évolution des encours qui nous le montre. C'est super intéressant. Si on regarde en fait de janvier 2024 à septembre 2025 et qu'on compare en fait les encours du Bitcoin et de l'or, on voit tout simplement que Bitcoin a été, et là on parle que des ETP, donc c'est-à-dire les produits financiers de négoce en bourse. En fait, on voit une explosion, on va dire, de la location dans ces produits-là, comparé à l'or, qui est là depuis, si je ne me trompe pas, des millénaires. Et on s'est même amusé, il y a une autre slide qui va venir où on regarde la capitalisation de Bitcoin par rapport à soit des matières premières, soit des valeurs emblématiques de la cote américaine. Alors, ce slide un peu il serait un peu différent aujourd'hui, que Bitcoin serait sous top 12, top 13, à mon avis. Mais oui, en fait, c'est intéressant de se dire, mais si je le compare à d'autres actifs ou à d'autres grosses sociétés qui sont aujourd'hui, qui ont des valorisations gigantesques, Bitcoin n'est pas loin du top 10 en fait. Donc il faut se dire, c'est un actif jeune qui aujourd'hui, en fait, a une valeur de n'importe quel actif qui est dans un portefeuille. Donc la question naturelle qu'on doit se poser, c'est je dois en avoir dans le portefeuille, la question c'est combien ? C'est ça, parce que c'est d'ailleurs une question qui nous avait été posée. Ambre, au moment de son inscription, nous disait quelle part maximale, elle parle de la part maximale, mais on verra s'il y a une part moyenne, recommanderiez-vous d'allouer aux cryptos dans un patrimoine global ? Alors on a fait un exercice super intéressant depuis plusieurs années, c'est notre équipe de recherche qui fait ça.
Au départ, on est parti juste du traditionnel 60-40. Et on s'est dit, bon, mais en fait, on va prendre du Bitcoin, on va en mettre dans un 60-40, on va mettre 4% d'abord, c'est le premier exercice. Et on va rebalancer tous les quarters, tous les trimestres. Désolé avec mes Il en anglicismes. fait des anglicismes. Toutes mes excuses. 60-40 actions-obligations. Voilà, 60-40 actions-obligations exactement. Et on s'aperçoit nécessairement en fait que la performance annualisée est bien meilleure que si on ne mettait pas de Bitcoin. Ok. Et on sait aujourd'hui tous que le 60-40, c'est plus c'est plus forcément non, c'est plus ça marche plus ça a aujourd'hui. un petit peu vécu. Exactement. Ouais. Il y a plus cette décorrélation obligation action. Et donc on est allé prendre en fait les portefeuilles classiques, celui de Yale qui est très connu, le All Waiver de Ray Dalio, le Cockroach, et on s'est dit mais là cette fois-ci on va mettre un peu plus, on va essayer de voir quelle est la meilleure la meilleure allocation possible. On s'aperçoit que sur le All Waiver, si on met 7,5%, ben, on se retrouve avec des performances annualisées qui sont pas loin de 20%. Si on enlève du Bitcoin, on est à 6,5%, ce qui n'est pas la même chose. Sur le Cockroach, on est plutôt à 21% en fait, de perf annualisé versus 8%. Et sur le Yale, 18 à 6. Et en fait, ce qui est très intéressant, au-delà des perfs sur lesquels on risquerait de trop s'attarder, à mon avis, c'est d'aller regarder la volatilité, le Sharp. En fait, vous regardez tous, la volatilité, elle n'explose pas. Tu nous expliques le Sharp aussi. Hein. Ouais, le Sharp, en gros, c'est le risque par rapport à la performance. Merci. Et plus le 1 point, plus le ratio est élevé, plus c'est positif, en gros. Donc, c'est votre manière de gérer le risque. Et quand on regarde, mais pour moi, le plus important, c'est la volatilité, parce que tout le monde est là en se disant... c'est volatile, ça me fait peur, ce que je comprends tout à fait. Mais la volatilité, nous on aime bien dire, c'est pas un bug, c'est un feature, c'est-à-dire c'est pas un problème. En fait, c'est quelque chose qui est propre à cet actif. Ouais. Et donc, le problème quand on a de la volatilité, c'est la taille qui compte. C'est-à-dire que si vous voulez beaucoup de volatilité dans votre portefeuille, vous en mettez beaucoup. Si vous ne voulez pas beaucoup, vous en mettez 1%. Voilà, c'est tout. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde aujourd'hui les portefeuilles All Waiver de BlackRock, de Fidelity, qui vendent dans des ETF, aujourd'hui, selon les profils de risque, ça va de 1 à 7%. Donc, ils mettent du Bitcoin aujourd'hui, même dans leurs énormes portefeuilles. 1 à 7%. Voilà. Et donc, pour moi, le plus important, c'est vous regardez le 60-40. La volatilité sans Bitcoin, c'est 10,9%. Avec du Bitcoin, c'est 11,8. Et ouais, c'est pas si énorme, en fait. C'est quelques points. Donc, mais vraiment, je précise, ce qui est très important, c'est de rebalancer. Qu'est-ce que ça veut dire rebalancer ? C'est-à-dire que vous allez tous les trimestres, si vous dites c'est 7,5%, si le Bitcoin s'est énormément apprécié, vous allez naturellement vendre du Bitcoin pour retomber à 7,5%. Jamais assez quand on investit en individuel. Non, exactement. On oublie vraiment ce principe hyper important. Je vais donner une stat qui est... On a fait une étude avec des investisseurs individuels en Bitcoin, en crypto en Allemagne. Ceux qui ont de la crypto en ont 30-40% de leur portefeuille. Waouh. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais rebalancé. Et ils n'ont jamais voulu rebalancer. Il y a un côté un peu... non, ça marche tellement bien. Et donc, on a fait toute une campagne nous, en Allemagne en disant... il vous en faut pas trop en fait. On a dit si vous en avez, c'est dingue, c'est CoinShares qui t'explique qu'il faut pas trop de Bitcoin. Nous, on n'a aucun intérêt à ce que les gens soient, comment dire, enfin déjà, notre métier c'est d'expliquer en fait quels sont les bénéfices de cet actif, comment il faut s'y exposer. Et c'est pas que les gens perdent de l'argent. Au contraire, c'est qu'ils comprennent que c'est du long terme, que derrière il y a une vraie thèse d'investissement qui est on a des monnaies banques centrales qui se dévalorisent. Bitcoin promet de la rareté. On a aussi une société, une économie qui se numérise. Bitcoin, c'est tout simplement la monnaie numérique par excellence. Donc, il y a plein de choses intéressantes. La question, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec cet actif. Il y a plein de questions qui tombent. Ne vous inquiétez pas. On poursuit la présentation. S'il y a vraiment des questions qui se rapportent à la présentation, je les poserai. Quelqu'un m'a demandé s'il y aurait un replay. Bien sûr, il y aura un replay. L'émission est enregistrée. Il sera disponible d'ici quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les questions que vous voyez apparaître sur la plateforme, je la poserai à nos experts. Mais avant, j'ai envie de t'entendre moi sur autre chose. On a confondu un petit peu sciemment Bitcoin et crypto. Mais c'est pas complètement la même chose. Ah non, complètement. Avec, j'imagine, des tests d'investissement qui sont pas non plus complètement similaires. Exactement. Bitcoin, c'est vraiment... je le dis, je me répète un peu trop, mais c'est vraiment l'or numérique. Il faut dire, c'est la thèse... originale. Donc c'est une réserve de valeur, c'est une protection contre l'inflation, c'est ce qu'on appelle résilient à la censure aussi, c'est-à-dire que
faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent dans des pays qui ne sont pas des démocraties. On a plein de cas, nous par exemple, il y a un très beau cas de femmes en Afghanistan qui ont du Bitcoin depuis 10 ans, parce qu'en fait, c'était même 15 ans, c'était le seul moyen que de sécuriser leurs économies. Ouais, exactement, en fait. Et que c'est comme ça que payer en fait la boss d'une petite usine ses employés, parce que elle savait, en fait, il y avait un tel problème d'inflation, et en fait, ça leur a permis à certaines de quitter le pays et d'aller après les talibans. Donc, il faut comprendre aussi ces choses-là. On se rend pas compte aussi. Il y a on a des cas, notamment qui sont racontés par Human Rights Foundation, qui est une fondation sur la liberté, et notamment, ils parlent beaucoup de Bitcoin. Ils sont allés voir par exemple en Afrique où il y a des villages qui n'étaient pas électrifiés, et à côté de chez eux en fait il y a tout simplement une énorme cascade avec laquelle ils minent du Bitcoin. Ça leur permet d'électrifier le village. Enfin, il y a des histoires comme ça. Il y a des usages hyper concrets, hyper intéressants en fait. Dès le moment où vous avez des ressources naturelles à foison pour générer de l'énergie, bah, ça peut être une manne en fait. On le voit à Oman aussi. À Oman, il y a un cas comme ça. Donc Bitcoin, c'est vraiment cette promesse, rareté, décentralisée. Tu vas toujours pas parler des autres. Donc, voilà. non, mais parce qu'il faut. Voilà. Et ensuite, la technologie de Bitcoin, elle a servi donc la blockchain à créer d'autres cryptos. Et on va prendre les deux cryptos qui sont aujourd'hui les plus connus et les plus grosses en termes de market cap, de capitalisation boursière. La première, c'est Ethereum, que beaucoup de gens connaissent. Et la deuxième, c'est Solana. Et là, vraiment, la thèse d'investissement de ces deux, c'est de se dire que c'est l'infrastructure de la finance de demain. Comment l'expliquer? C'est que pendant très longtemps, on s'est dit « Oh, la crypto, comme je vous l'ai montré au départ, ça va disrupter la finance. » Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On voit une convergence, en fait. Les grands acteurs de la finance, les BlackRock, les Goldman Sachs, les PIMCO, les Franklin Templeton, etc., les Amundi même récemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller tokeniser, donc ils vont utiliser des produits financiers existants aujourd'hui qu'on appelle off-chain, c'est-à-dire dans la finance traditionnelle, et ils vont en faire des jetons qu'ils vont numériser sur la blockchain parce que ça a plein d'avantages, c'est plus rapide, il y a moins d'intermédiaires, etc. Et ils le font sur deux infrastructures en général, qui sont Ethereum et Solana, qui sont vraiment cette couche de finance décentralisée et qui va soutenir cette convergence de la finance traditionnelle. C'est presque un outil digital. Oui, exactement. C'est des softwares. En fait, si on pourrait faire c'est plutôt un protocole sur lequel on peut construire des softwares. Des logiciels. En fait, c'est comme ça qu'il faut se dire. Et les intérêts que ça a, c'est que ça va vite, c'est pas cher, ça va plus vite que la finance, c'est des intermédiaires, donc j'ai pas une chambre de compensation, un courtier, j'ai pas tous ces trucs-là qui font qu'aujourd'hui la finance c'est lent et c'est cher. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a, on va dire, XRP, Ripple, en fait. Et donc là, à l'inverse, c'est plutôt de se dire... Enfin, c'est pas l'inverse, c'est autre chose. C'est XRP va plutôt être, si je devais faire une très mauvaise analogie, c'est genre une sorte de Capgemini, une crypto Capgemini qui va travailler avec des acteurs bancaires, asset managers, pour des projets de blockchain, mais internes. Donc, notamment des banques qui veulent faciliter la bancarisation dans certains pays, qui veulent améliorer des process internes, voilà, ce genre de choses-là. Donc, si on fait très simple, Bitcoin, c'est l'or numérique, Ethereum et Solana, c'est l'infrastructure de la nouvelle finance, et XRP, c'est la grosse boîte de conseil technologique qui va permettre à des banques, en fait, tout simplement, de pouvoir améliorer leur SI interne. Bon, on est allé très loin, on a expliqué pas mal de choses. Là, les gens qui nous regardent se disent « Mais attends, moi, je voulais juste savoir comment on investissait, comment on s'exposait à la crypto. » Ça y est, on y vient. Comment on s'expose à la crypto? Comment on s'expose à la crypto? Alors, il y a trois grandes manières, on va faire très simple. Il y a la manière que tout le monde connaît, qui est la plus connue, qui est en fait ce qu'on appelle les échanges crypto, donc les Coinbase, les Kraken, les Binance, les OKX. En France, on a aussi CoinHouse. Et puis on a aussi parmi eux Quadriga CX, dont le patron a disparu, on ne sait pas où, avec tous les là aussi, toutes les cryptos alimenté parfois la mauvaise réputation. Exactement, et FTX. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est souvent on a tendance à confondre acteur et actif. C'est-à-dire que l'actif en soi, il y a eu très peu de hacks, etc. Il n'est pas particulièrement utilisé par des bandits. En revanche, il y a des acteurs qui ont, tu fais bien de faire qui ont été des arnaques, en fait, tout simplement. Et donc, le danger, même si c'est de moins en moins le cas, mais le danger des échanges crypto-natifs, c'est qu'il y a un énorme danger de contrepartie. Ils ne sont pas nécessairement... Tu nous expliques le danger de contrepartie? Oui, le danger de contrepartie, tout simplement, c'est comme FTX, c'est-à-dire que, en fait, tout l'argent
Qu'est-ce qu'on met en face, quoi, collaborateurs, enfin des collaborateurs, des clients n'étaient pas là, des investisseurs n'étaient plus pas là. Oui. Il a servi à investir dans Anthropic, par exemple. Donc, pas un mauvais choix. Très bon choix. À tel point qu'en fait, ils avaient fait des tellement bons choix avec l'argent des clients qu'ils ont pu rembourser tous les clients. Enfin bon. Donc, mais bon, ça montre, voilà, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a un risque, on ne sait pas ce qu'ils font vraiment de l'argent, on ne sait pas ce qu'ils font des fonds. Alors, des très gros acteurs comme Coinbase, c'est moins le cas, c'est une société cotée en bourse. C'est ça, ça aussi, c'est structuré quand même avec ça c'est énormément structuré. Toujours est-il que les plus exotiques et ceux qui font notamment des offres avec du levier, des choses comme ça, eux, ils ne sont pas nécessairement les plus rassurants, si je peux me permettre. Okay. Ensuite, on a ce qu'on appelle comme le CMI, qu'on connaît tous pour les matières premières. Oui. Là, on a des contrats à terme réglementés sur des plateformes traditionnelles, mais on ne va pas rentrer là-dessus. Parce que je doute CMI, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Voilà, et je doute que beaucoup d'investisseurs aillent sur le CMI. Ouais. Voilà. Je crois qu'il faut être professionnel pour y accéder d'ailleurs. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle en fait les ETP. Donc les ETP, c'est des produits de bourse réglementés, Exchange Traded Product. Comme son nom l'indique, c'est des produits disponibles sur des échanges. Donc des échanges, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas des échanges crypto-natifs, c'est genre Euronext, le LSI, le Nasdaq, Deutsche Börse, etc. Donc c'est gros échanges boursiers. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des produits qui vont vous permettre d'être exposés à la performance de l'actif. Tout en ne pas posséder, sans posséder véritablement l'actif, et tout ça dans un compte titre de manière très simple. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose maintenant depuis 1 an avec Bourso Bank et CoinShares, c'est vous allez pouvoir vous exposer à Bitcoin, à Ethereum, à Solana ou à XRP via ces produits de bourse en fait réglementés que vous mettez dans un compte titre. Et tu as quoi, 4 produits, c'est ça ? Oui, aujourd'hui on a 4 produits. Comme vous pouvez le faire quand vous allez acheter un ETF qui vous expose au MSCI World, ou comme quand vous allez acheter tout simplement un ETP d'or. Voilà. Et en fait, ETP, c'est la grande famille. Un ETF est un ETP, un ETN est un ETP. Il va spoiler la slide de Thomas. Mais c'est pas grave, on y reviendra justement. On va rentrer dans le détail, tout ça. Et voilà, donc c'est tout simplement des produits financiers faciles d'accès. En fait, on a tout simplement fait, qu'est-ce qu'on a fait CoinShares quand je vous disais, on est une société de la finance traditionnelle, mais c'est on a pris un actif numérique et on lui a permis d'être accessible par des financiers et des investisseurs traditionnels. Et peut-être qu'on a la slide, justement, c'est le moment de rappeler, tu en as évoqué certains, les avantages de ces produits, notamment, on va dire pour monsieur, madame, tout le monde, justement, qui n'étaient peut-être pas parmi ceux qui ont adopté en premier le Bitcoin et la crypto et qui maintenant s'y intéressent, mais qui ont besoin d'une solution qui est, allez, on va le dire, pas prise de tête, quoi. Exactement, parce que dans la crypto, on en a parlé, il y a le risque de contrepartie. Vous n'avez pas nécessairement envie de créer un compte sur un échange. Ce n'est pas toujours extrêmement clair l'expérience utilisateur d'un échange. Et puis, en général, aussi en crypto, si on veut aller un peu plus loin, on doit gérer ses clés privées parce que le propre de la crypto, l'idée dans la crypto, c'est je possède aussi mes fonds. Puisqu'on a cette idée de résistance à la censure. Et l'intérêt d'un ETP crypto ou un ETN crypto, c'est que c'est hyper facile à acheter, à vendre. Je vais sur mon courtier, Bourso Bank, je cherche le produit, je l'achète, à l'instar d'une action, à l'instar d'un ETF. Ensuite, c'est sécurisé, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des questions notamment à ce sujet. La manière dont sont structurés, je vais rentrer un peu plus dans le détail, le slide, je crois que c'est le slide c'est une question de Coco qui dit comment est bâti un ETP, comment est bâti un ETP crypto et qui choisit les supports. Donc c'est le moment de nous expliquer. Alors non, on va rentrer. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait avec Bourso Bank, ce qu'on propose, c'est des ETN, donc ça s'appelle des Exchange Traded Notes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des titres de créance. Et ces titres de créance, pour faire très simple, le principe normalement, c'est que vous êtes exposé au bilan en fait de l'émetteur. Mais justement, en fait, il y a des titres de créance différents. Peut-être que là aussi, cette slide, on peut la montrer en grand format, de façon à bien comprendre comment tout ça est constitué. Le principe des titres de créance. Merci. Donc je disais, c'est que normalement vous êtes exposé au bilan de l'émetteur, mais il y a ce qu'on appelle des ETN physiques. Et donc en fait, l'idée assez simple, c'est que quand vous achetez un ETN Bitcoin chez nous, vous achetez pour la valeur d'un Bitcoin, il y a vraiment un Bitcoin chez le dépositaire qui ne sera jamais touché et c'est structuré de manière complètement ségrégée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que CoinShares, ça n'est pas sur son bilan. En fait, ce Bitcoin n'est pas sur son bilan. Il est chez le dépositaire et on a ce qu'on appelle un garant. En anglais, on appelle ça un trustee, qui a un devoir de fiducie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que si demain CoinShares part à la casse,
les bitcoins seront toujours chez le dépositaire et le garant sera à même en fait de donner la valeur de ce bitcoin ou le bitcoin au client en fait qui avait investi dans le produit financier CoinShares. Bon, Donc ça, c'est rassurant. C'est hyper rassurant. En fait, aujourd'hui, c'est devenu on va dire la convention catégorielle, tout simplement, dans la finance traditionnelle. Donc, comment ça fonctionne ? En gros, je suis un investisseur, je vais sur Boursorama, je vais acheter mon ETN CoinShares Bitcoin. Là, en fait, Boursorama va exécuter l'ordre sur la bourse d'échange qui est Euronext. Et si Euronext a déjà en fait des titres d'ETN Bitcoin, en fait tout simplement il les envoie à Boursorama et vous possédez cet ETN Bitcoin. Mais si ce n'est pas le cas, en fait il va avoir ce qu'on appelle un participant autorisé, authorized participant, désolé pour l'anglais, désolé. Et ce participant autorisé, il va faire deux choses. Il va aller sur le marché crypto, il va acheter un Bitcoin. Ce Bitcoin, il va l'envoyer chez le dépositaire. Le dépositaire va confirmer cela avec le garant qui dira oui, il y a bien un Bitcoin. D'accord. Et à partir de là, le participant autorisé va valider la transaction, émettre en fait un ETN, en fait, tout simplement, un titre, qui va ensuite envoyer à Euronext, que Euronext va envoyer à Boursorama et que Boursorama va envoyer à l'investisseur. Donc voilà, là vous voyez vraiment, c'est la plomberie. Incroyable l'ingénieur. Voilà. L'ingénierie Et c'est en financière fait, derrière. si vous achetez demain un ETN d'or, un ETN de je ne sais quoi, c'est comme ça que c'est structuré. Alors un ETC, parce que Un ce ETC, sera Exchange Traded Commodities. Il y en a partout, Voilà, les ET. exactement. Voilà. Donc rentrons dans un ETP. Voilà, ça va être plus simple. Exactement. On rappelle brièvement les 4, et de toute façon, on les mettra en lien avec cette vidéo lors du replay, mais les 4 ETN disponibles sur Boursorama. Alors, 4 ETN bourse, Bitcoin, Solana, Ethereum et XRP. Et donc, Bitcoin, aujourd'hui, on est parmi les moins chers en frais de gestion. On est à 15 points de base, enfin 0,15%. Oui. XRP, on est à 1,50%. On est aussi parmi les moins chers. Et surtout, sur Solana et Ethereum, ça n'est pas une erreur dans le slide. Comme ce sont ce qu'on appelle des sociétés, des cryptos à preuve d'enjeu. Donc là, j'ai pas envie de rentrer dans un truc très technique. On verra. Si on a une question. Oui, si on a une question, j'expliquerai. Mais preuve de travail et preuve d'enjeu. voilà, en fait, la preuve d'enjeu, c'est une manière de sécuriser la blockchain. Et la manière dont ça fonctionne, c'est on va, en sécurisant, quand l'utilisateur, l'investisseur sécurise ses cryptos. Il bloque un peu il bloque ses cryptos à lui. Donc, il est récompensé pour cela via un yield. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est... Via un rendement. Voilà, un rendement, pardon. Toutes mes excuses, je suis désolé. J'ai pas de buzzer. Via un rendement, excusez-moi. Et donc... donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour créer de la transparence dans nos produits, à l'inverse de la concurrence, c'est on n'a pas de frais de gestion et on vous dit exactement quel sera le rendement que vous allez toucher chaque année. Et aujourd'hui, on voit, enfin chaque année en fait, chaque année, mais c'est tous les jours en fait, vous touchez un peu du rendement, pour faire très simple. Alors que la majorité de la concurrence, en fait, le rendement n'est pas fixe. D'accord. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez avoir. Là, il y a une visibilité sur le rendement que je vais avoir extrêmement sur ces cryptos à preuve d'enjeu. Et nous, on se rémunère sur le hiatus du rendement. Et c'est ce qu'on appelle le staking. C'est ce qu'on appelle le staking, la preuve d'enjeu. Voilà. Et comme ça, on l'a expliqué dans le bon sens. On l'a expliqué dans le bon sens. Et c'est connu aussi sous le terme capitalisation, finalement. Ça existe déjà un petit peu pour les ETF. Benoît, défi, avant de passer la parole à Thomas, tu me résumes ce qu'il faut retenir en 45 secondes. Alors, une slide en plus qui va pouvoir appuyer ton propos. J'ai vraiment besoin de cette slide parce que on a tellement parlé. Vite, la slide. Alors, première chose, c'est il faut bien comprendre que les cryptos, elles ont des thèses d'investissement toutes très différentes les unes des autres. On a Bitcoin, réserve de valeur, Ethereum, Solana qui sont de l'infrastructure de la finance décentralisée. Et puis XRP, c'est plus un investissement, on va dire, de capital risque, de VC, comme on dit. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs qui se démocratise avec une politique monétaire moins restrictive qu'anticipée, un soutien politique américain avec la réserve fédérale, et puis on voit une explosion de l'adoption des ETN crypto dans le monde, des ETP crypto dans le monde. Aujourd'hui, on voit en fait que avoir du Bitcoin dans son portefeuille, en rebalançant, en gérant la volatilité, c'est bénéfice quand on regarde les backtests du passé. On a différents moyens d'y accéder, soit par des échanges crypto natifs, soit par des futurs, ou soit par des ETN crypto qui ont l'avantage d'être simples d'accès, réglementés, sécurisés, transparents, ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'il y a chez Boursorama ? On a 4 cryptos, on a Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP.
Bon, tu as peut-être dépassé 45 secondes, mais c'était très clair. On va passer la parole à Thomas et on va refaire peut-être un petit point justement sur la nature de ces produits parce qu'effectivement, c'est pas clair. L'investisseur particulier, notamment en France, il a appris à découvrir, à apprécier les ETF et maintenant on lui parle de TP, de TN, de TC. Tu t'es dit qu'il fallait faire une petite slide pour récapituler ça très clairement. Exactement, ouais. Une petite synthèse donc justement sur cette famille des ETP. Je prends un petit pas de recul. Je vais me servir d'abord du premier que vous connaissez sûrement très bien déjà chez Boursorama, c'est les ETF. Donc, ils sont évidemment cotés en bourse. Ils ont ce point commun-là avec les ETN crypto et les ETC. Les sous-jacents qui vont être détenus dans ce fonds coté en bourse, c'est très souvent des actions et des obligations. Pour les ETN, c'est plutôt des crypto-actifs et les ETC des matières premières, comme on l'a dit. Derrière, qu'est-ce que c'est mon ETF ? C'est un fonds, donc un OPCVM, qui est coté en bourse par l'émetteur, sur Euronext Paris par exemple. C'est un petit peu la même chose pour le titre de créance qui est l'ETN ou l'ETC. C'est un titre de créance qui va être coté en bourse par l'émetteur et qui peut être donc ensuite échangé sur des plateformes de courtage comme Boursobank. Les ETF par nature, ils peuvent être capitalisants ou distribuants. Les ETN crypto sont plutôt capitalisants. C'est le phénomène qu'expliquait juste avant Benoît, où certaines cryptos ne vont pas nécessairement dégager de revenus. Bon, eh bien, dans ce cas, elles n'en distribuent pas. D'autres, de par le phénomène de stacking, peuvent en générer. Et pour ce qui est des ETN de CoinShares, ces revenus sont réinvestis et partagés au sein de l'ETN crypto. Il peut y avoir également une réplication. Donc, un ETF va souvent répliquer à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice. C'est un petit peu la même chose pour un ETN crypto ou un ETC. Le but va être vraiment de répliquer. Ils appartiennent tous à la famille des suiveurs ou des trackers, entre guillemets. Mais cette réplication, elle peut se faire de deux manières. Et pour les ETN, généralement, en tout cas pour ceux de CoinShares, c'est physique, c'est-à-dire qu'il y a une détention de crypto effective derrière le titre de créance. C'est le mécanisme de garantie qu'expliquait Benoît juste avant. Et c'est un petit peu, finalement, un green flag que d'avoir un ETN crypto physique, puisque c'est ce qui vous garantit, in fine, d'avoir quand même une exposition qui est réelle, qui est physique. Maintenant, pour ce qui est de l'investissement en ETN crypto, ça se fait plutôt en compte titre. Je mets de côté volontairement les enveloppes assurantielles. Alors attends, parce que tu te doutes, à ton avis, quelle est la question que j'ai le plus eu depuis le début de ce webinaire? Et Françoise est la dernière qui me l'a posée en date. PEA, évidemment. Et oui, est-ce que ces 4 ETN sont éligibles en PEA? Donc on va le dire très clairement, la réponse est... Non. Non, désolé Françoise, ce n'est pas éligible au PEA. Voilà. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que je peux l'expliquer pourquoi. Je peux rappeler, c'est un petit peu mon rappel favori. Finalement, la règle du PEA, c'est d'investir dans les actions françaises et européennes. Donc, les 3 classes d'actifs, c'est actions, ETF et OPCVM. Et la règle pour les fonds OPCVM ou ETF, c'est 75% d'investissement sur des actions françaises et européennes, au sein de ce PEA. Voilà. Et c'est pas le cas pour le moment pour les cryptos. Je pense qu'il faut le dire quand même, mais il y a aussi les enveloppes type assurance vie qui existent, etc. Peut-être qu'un jour... Peut-on mettre des ETN crypto dans une assurance vie? Pour le moment, non, mais on a peut-être bon espoir. En tout cas, c'est les discussions qui ont lieu. Ok. Voilà, la situation peut évoluer. Chris du 31, on est directement dans le sujet. L'ETN est-il un titre de propriété au même titre qu'une action? Non, c'est un titre de créance. C'est un titre de créance, mais je suis bien détenteur de quelque chose quand même. C'est-à-dire que ça n'est pas un contrat dérivé, je suis bien détenteur d'un titre de créance, donc j'ai un droit. Cet ETN me confère des droits, notamment d'exercer un certain mécanisme de contrepartie, d'acheter et de vendre au sein d'une bourse qui est réglementée, et avec des ordres que je peux connaître déjà sur des classes d'actifs type ETF et actions. C'est-à-dire que je vais retrouver tous les ordres au marché, à cours limité, à seuil de déclencheur. J'ai vraiment ce côté titre de créance que je détiens et que je peux échanger au sein de mon compte titre. Et on avait une question sur YouTube, toujours aussi sur le PEA de Roland. Bah oui, effectivement, c'est compte titre. Une question qui va faire plaisir à Benoît, discoureur. Que se passe-t-il si l'émetteur de l'ETN fait défaut? Donc c'est une très bonne question. Tu l'avais prévu celle-là? Ouais, je l'avais prévu. Et donc justement, ce que j'expliquais, c'est que la manière dont sont structurés les ETN physiques, c'est que
même si c'est un titre de créance qui est normalement sur le bilan de l'émetteur, il y a une ségrégation totale, c'est-à-dire que l'émetteur n'est pas le dépositaire, les cryptos sont chez le dépositaire, il y a un garant, ce qu'on appelle un trustee aussi en anglais, qui lui a un devoir de fiducie, c'est-à-dire que si l'émetteur demain partait à la casse, tout simplement faisait faillite, le devoir du garant, c'est de faire en sorte que les cryptos reviennent en fait aux investisseurs. Nous, en fait, si je devais simplifier, le rôle de CoinShares, qu'est-ce que c'est ? C'est de structurer les produits, mais c'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas dépositaires de ces cryptos. Ça, c'est vraiment important de le dire et de le répéter. Une question d'AlphaTauri qu'il a posée il y a longtemps, donc merci de sa patience et qui va me servir de transition, parce que oui, un bon webinaire BoursoBank ne saurait se faire sans une slide sur la fiscalité appliquée en France. Quelle est la fiscalité appliquée en France sur ces ETN ? Alors, la fiscalité, étant donné qu'on est sur un produit éligible au compte-titre, finalement, c'est la fiscalité du compte-titre. Donc, je vais y revenir synthétiquement. J'ai 2 choix principaux dans mon compte-titre aujourd'hui. Je peux opter, mais alors là, il faut que je le signale au moment de ma déclaration d'impôt sur le revenu, sur le barème à l'IR. Donc là, ça peut être intéressant. C'est des cas un petit peu marginaux, mais lorsque mon TMI, finalement, ma tranche marginale d'imposition, c'est 0% ou 11%, puisque je le rappelle, l'impôt sur les plus-values, c'est plutôt c'est 12,4%. Donc, il y a effectivement ce... oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi. C'est un choix un petit peu au choix du client, finalement. Les prélèvements sociaux sont toujours dus. Ouais. Il y a des abattements un petit peu spécifiques. Avec le petit up qu'on a eu depuis le début de l'année sur la CSG. Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a donc la CSG qui est toujours due, les prélèvements sociaux qui sont passés de 17,2% à 18,6%. Et ensuite, je peux, là c'est le cas plutôt majoritaire, c'est l'imposition sur les plus-values, où là c'est plutôt le prélèvement forfaitaire unique qui est de 18,6% plus 12,8%, pardon, je me suis fourvoyé depuis le début, je crois, sur le prélèvement forfaitaire unique qui a évolué. Et donc là, en fait, chose importante à savoir, c'est donc lorsque j'effectue ma vente sur le compte titre, j'acte très souvent, dans la plupart des cas, je l'espère, une plus-value. 18,6, 31,4. Oui, voilà, pour refaire ton calcul. Voilà. Il fallait juste donc, le recomposer. 12,8 sur les prélèvements et 18,6 sur les prélèvements sociaux. Avec tous les temps, on s'y trompe, excusez-moi, c'est 12,8. Et donc, lorsque j'ai ma plus-value, elle est comptée sur l'année N. Donc là, en l'occurrence, si je vends cette année en 2026, et il n'y a pas de... comment dire, cette imposition, elle est due sur l'année N+1 lorsque je paye finalement mon imposition. Bon, est-ce que c'est le moment où tu nous fais une démo de comment on trouve ces produits sur Bourso ? Ou tu veux ajouter une chose Une dernière chose quand même, il y a un mécanisme aussi qui peut être très intéressant en compte titre, c'est la compensation des plus-values avec les moins-values. C'est-à-dire que je fais une addition sur l'année du total de mes plus-values et du total de mes moins-values. Si le solde est positif, je vais devoir ce prélèvement forfaitaire unique de 31,4%. Si le solde est négatif, je ne vais pas le devoir, cette imposition sur les plus-values, puisqu'effectivement il n'y en a pas. Et en plus de cela, cette moins-value, elle est reportable sur 10 ans. Donc ça, c'est quand même un mécanisme. Donc ça fonctionne ça avec les ETN crypto. Ça fonctionne avec les ETN crypto, et ce mécanisme a le mérite au moins d'être simple, puisqu'il y a un taux, celui du prélèvement forfaitaire unique. Tandis que l'imposition, lorsqu'on détient des cryptos en direct, elle a été légiférée, réglementée il n'y a pas si longtemps. Elle est peut-être un petit peu plus complexe que celle du compte-titre. Bon, voilà pour ce point fiscalité. Si vous avez d'autres questions, vous avez vu Thomas, il adore le sujet, donc n'hésitez pas à le cuisiner. Mais autre défi, c'est le moment où tu nous fais une démo. Alors jusque-là, toutes tes démos ont marché. Je me demande quand tu vas avoir véritablement l'échec majeur. Alors c'est jamais 203, donc ça devrait fonctionner. Allez. Donc là, tu vas nous montrer quoi, Thomas ? Donc là, si on voit mon écran, donc je regarde sur ma petite console de contrôle. On le voit, magnifique. Vous commencez à le connaître, donc c'est mon compte test habituel pour la bourse. Là, je suis effectivement dans mon compte titre qui prend à peu près 2 minutes à être créé en ligne. C'est instantané et sans condition de versement. Si je souhaite investir sur des ETN crypto avec CoinShares, donc je vais passer par le portail Boursorama. Très bien. Tout simplement, donc dans la rubrique bourse, j'ai ETF et ETN, la même petite famille. Ici, j'ai les ETN crypto. Ouais.
Vous les retrouverez également dans l'appli Boursobank. Tout est Oui, disponible. parce qu'on peut tout Ici. faire, bien sûr, depuis l'appli Boursobank. Exactement. Ouais, Les c'est deux important de expériences le sont à rappeler. peu près similaires. Vous Mhm. avez la même qualité d'information, peut-être un peu plus sur le portail, mais voilà. Donc ici, j'ai ma ligne synthétique, je prends Bitcoin au hasard, je retrouve les infos principales sur mon ETN, le cours, les infos à l'ouverture, à la clôture, les plus hauts, les plus bas, le carnet d'ordre, très important pour apprécier donc, le cours finalement auquel je vais être exécuté. Ici, le meilleur vendeur dans mon carnet, si je souhaite acheter, il est à 52,84 euros. Il offre une quantité donc, de 300 parts de cet ETN Bitcoin. Également, si je souhaite m'intéresser quand même aux caractéristiques principales du fonds, la date de création, la société de gestion, l'affectation des résultats, la méthode de réplication, les frais et le document d'information clé. Une fois qu'on s'est dit cela, donc, il s'agit quand même d'un ETN coté sur Euronext, donc je suis quand même soumis aux horaires de marché d'Euronext, donc ici, 9h, 17h30 ou 17h35. Je peux tout de même placer des ordres en dehors des horaires de marché. Ils seront simplement exécutés sur le prochain jour de bourse en fonction de la rencontre entre l'offre et la demande. Et ici, dans mon passage d'ordre, donc ici, j'ai les ordres proposés par Boursobank. On a déjà fait un webinaire bien passer ces ordres en bourse où on vous explique tous les différents types d'ordres. Le plus courant, c'est l'ordre au marché. Voilà, je m'intéresse simplement à la première ligne, 52,84. Mais si je veux C'est un ordre qu'on va privilégier quand il n'y a pas trop de volatilité. Il faut quand même le préciser, puisqu'on parlait de volatilité avec Benoît. Voilà, il faut parfois être prudent à ce qui se passe sur une journée de bourse. Si on est sur un public un peu débutant, c'est bien de le mettre en garde. Tout à fait, et aussi sur des produits qui sont quand même très, très échangés, très capitalisés. Voilà, un ordre au marché, ça peut être une bonne option, mais vous pouvez vous intéresser à tous les autres types d'ordres. Vous aurez la même qualité d'exécution que pour un autre actif type action ou ETF, et une transparence complète des frais dans le passage d'ordre. Donc il y a vraiment cet avantage du compte titre et du produit éligible au compte titre. Ben voilà, encore une démo qui a marché. C'est incroyable. On arrive au terme de cette présentation. On va maintenant prendre les questions qui ont été posées au moment de l'inscription, questions qui tombent en direct, et on va donner la priorité au direct avec cette question de Calisson 13. Est-ce que la fiscalité est différente entre posséder soi-même la crypto par rapport à des ETN ? Absolument pas. Absolument pas. C'est la même chose. La même chose, la même règle, c'est la plus-value. Tout simplement, vous êtes taxé sur la plus-value. Et ben voilà. Donc ça, pour le coup, c'est très simple. Question que je vais trouver aussi assez intéressante de Discoureur. Quels sont les avantages et les inconvénients, alors fiscaux, mais moi je voudrais qu'on aille justement un peu au-delà de ça, d'un ETN crypto par rapport à la détention directe des crypto-monnaies par un résident fiscal français. Si je t'écoute, Benoît, sur la partie fiscale, ça change rien. Après, l'autre question sur laquelle j'ai envie de t'emmener, c'est quelle différence entre détenir soi-même de la crypto, même si tu l'as un peu évoqué finalement, et avoir un ETN crypto ? Alors, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y a 4 points principaux. Le premier, je l'avais évoqué, c'est ce risque de contrepartie d'un échange. La majorité, la plus simple des manières pour acheter de la crypto, ça va être d'acheter sur un échange, en fait, tout simplement. Et un échange peut y avoir un risque de contrepartie. Une deuxième chose, vous allez, en général, quand on gère son portefeuille, on aimerait bien tout avoir au même endroit. Oui. Et là, vous allez multiplier, en fait, pour faire très simple, les plateformes, le Boursobank, voilà. Ensuite, en général, comme j'évoquais sur le risque de contrepartie des échanges, la logique, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire, cette crypto, je veux la posséder, je veux la sécuriser moi-même parce qu'il y a un risque de contrepartie. Donc, vous allez devoir acheter ce qu'on appelle un wallet ou un portefeuille numérique, notamment produit par la société Ledger. Oui, et en fait, tout de suite, ça devient compliqué parce que vous devez connaître ce qu'on appelle vos clés privées, gérer votre... Enfin, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la majorité des gens qui ne sont pas des nerds et qui vont pas passer leur temps à investir dans la crypto n'ont pas nécessairement besoin de ça. C'est ça, c'est un peu disproportionné. C'est un peu disproportionné. Et, voilà. Et en plus, ça a du sens quand on est dans un pays... où effectivement on peut se faire voler son argent, on ne fait pas nécessairement confiance à ses banques, etc. Je pense qu'en France, ce n'est pas nécessairement un besoin évident. Oui. Donc ça, c'est les principaux, on va dire, avantages. Mais pour moi, le principal, vraiment l'avantage, on parlait d'être à entre 5 et 7% d'allocation, c'est plus simple de calculer ces 5 et 7% quand on est dans le même portefeuille, dans son compte titre, etc., dans tout au même endroit.
Je me Ouais, permets- vas-y je me Thomas, permets vas-y, de je t'en prie. compléter un petit mot. Donc effectivement, sur la fiscalité, il y a quand même aussi oui. quelque chose à prendre en compte d'assez important. C'est aussi comment finalement je vais déclarer Oui. Bien sûr. ma plus-value. Oui. Et l'avantage quand on détient en direct, ça peut être un petit peu fastidieux Oui. voilà, de retrouver quels sont les montants des plus-values à reporter, Bien dans sûr. quelle case, etc. Ouais. Tandis que lorsqu'on passe par un courtier comme Boursorama, on fournit ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique. L'IFU. L'IFU, Oui. voilà le fameux, qui est envoyé une fois par an par Boursorama, généralement au mois de mars, juste avant votre déclaration d'impôt, et qui vous permet de reporter dans les bonnes cases vos plus-values. Et ça, c'est vraiment différenciant parce que ça permet de s'y retrouver assez simplement, finalement, dans cette déclaration qui, elle, n'est pas si simple. C'était une question de Vincent, hein. D'ailleurs, posez-moi l'inscription. Peut-on bénéficier d'un IFU ou d'un accompagnement pour simplifier la déclaration fiscale? La réponse est oui. Question aussi de Thanos. Il semble qu'il faut un minimum pour souscrire aux ETN. Pourriez-vous l'expliquer? Oui, bien sûr. Merci pour cette question parce que ça me permet de compléter ma démo. Ouais. J'ai omis quand même un Un passage élément assez important. Un petit logo rose avec un 0 au milieu, je pense que les clients le connaissent bien maintenant, c'est que CoinShares fait partie de l'offre Bourso Markets et que les 4 ETN distribués par Boursorama et produits par CoinShares, dès 200 € d'investissement, finalement, sont gratuits à l'achat. D'accord. Et donc, ça permet d'éliminer déjà un frais important qui sont les frais de courtage. Finalement. Mhm. Justement, un point sur les frais, puisque Benoît parlait de frais, là tu parles des frais de courtage. Donc, si je résume, si je prends pour 200 € de TN CoinShares, on va dire sur le Bitcoin pour faire simple, là j'ai 0 frais de courtage à l'achat, c'est ça, et j'ai quand même des frais sur le fonctionnement de l'ETN. Voilà, les frais qui sont des frais de gestion, en fait, qui sont 15 points de base, donc 0,15%. 0,15%. Et quand on compare aujourd'hui, on ne l'a pas évoqué, mais acheter par exemple de la crypto sur un échange, on va dire que la transparence qu'on retrouve chez Boursorama et chez les acteurs de la finance traditionnelle n'est pas la même chez les échanges crypto, où on a des frais en général, des frais cachés, on est plutôt autour de 1 à... Enfin, on peut aller jusqu'à 1,5% par transaction. Ah oui, Ensuite, il y a des frais même... carrément sur de la gestion au PCVM, là, presque. Et on se retrouve avec on a aussi des frais de dépositaire. De garde, de en garde, quelque sorte, exactement cachés. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Aussi, les gros échanges, enfin, naturellement, ils gagnent de l'argent aussi sur le spread. Donc, la différence entre ce qu'ils vous donnent comme crypto et ce qu'ils ont acheté, en fait. Entre ton cours d'achat et le cours à lequel exactement. eux l'ont acheté. Spread qui est traditionnellement quand même moins élevé lorsqu'on passe par un courtier traditionnel ou comme Bourso et sur des bourses réglementées comme Euronext. Ouais. Bon, donc la question que vous aviez, c'était les frais d'achat, de vente et de garde. Donc frais d'achat de courtage, il n'y en a pas. Et les frais de garde n'existent garde, pas chez pas. Bourso, peu importe l'enveloppe boursière, le compte titre, le PEA, il n'y a pas de frais de garde, de détention de titres chez Bourso. Et tu as des frais de vente du coup? Il y a des frais de courtage à la vente, effectivement. Ok. On a cette question un peu apocalyptique, mais moi je l'aime bien, de l'Odiac. Est-ce qu'il y a des chances pour que le Bitcoin tombe à 0 ou les chances sont faibles car il est bien ancré? Ça montre aussi finalement qu'on se dit, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait la valorisation de Bitcoin aujourd'hui? C'est une question qui est revenue souvent dans les autres webinaires qu'on a pu faire. Notamment sur l'éducation autour de Bitcoin, en disant mais finalement qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin et des autres cryptos? Alors moi, Presque philosophique. J'adore cette question, parce que je trouve que c'est une question extrêmement intéressante. Déjà, je peux pas me permettre de dire que non, Bitcoin n'arrivera jamais à 0. Enfin, je prévois pas le futur. Je pense que ce qu'il faut comprendre, j'aime beaucoup cette analogie toujours de l'or, je l'ai prise depuis le début de ce webinaire. Qu'est-ce qui fait la valeur de l'or? L'or n'a aucun usage. On peut faire des bijoux avec de l'or. Dans l'électronique quand même, un petit peu. Ouais, d'accord, c'est pas du silicium, c'est pas du cuivre. Enfin, non, justement, en fait, c'est-à-dire que l'or, c'est le propre d'une croyance en fait millénaire, en se disant, ça a de la valeur et c'est rare. En fait. En sachant que l'or n'est pas du tout rare, pour info, on en trouve partout dans l'univers. Demain, il y en a. Enfin, si on veut aller miner sur des astéroïdes, il y a de l'or partout. Météorite qui s'écrase, Donc en fait, l'histoire de 10 tonnes d'or qui tombent. Voilà. Comme ça Et ce que je vous disais sur le taux d'inflation de l'or versus le taux d'inflation de Bitcoin. Voilà. Donc en fait. La valeur de Bitcoin, c'est la même valeur, c'est la même mécanique que la valorisation de l'or, c'est-à-dire que c'est une question d'offre et de demande et de rareté. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin.
Le Bitcoin aussi, ça a une dimension numérique, c'est-à-dire que ça facilite les transactions. C'est beaucoup plus simple de s'envoyer du Bitcoin que de s'envoyer si je peux me permettre, des lingots d'or. Si demain, si tu veux quand même. voilà, si demain, oui, on peut. Je t'enverrai ça avec grand plaisir, Laurent. Si vous avez à un moment envie de déménager, de quitter un pays, c'est plus simple de partir en fait avec ces Bitcoins soit dans son compte titre, soit tout simplement dans son wallet, que en fait d'amener des lingots d'or. Donc en fait c'est vraiment, je trouve que l'analogie de l'or numérique est la plus intéressante. Quand il s'agit des autres cryptos, que ce soit Ethereum et Solana, là c'est très intéressant, c'est plutôt sur de la valeur d'usage en fait. C'est-à-dire que c'est l'activité du réseau d'Ethereum ou de Solana qui va faire la valeur du token, parce que la manière dont ces réseaux fonctionnent, justement en fait il y a une mécanique on va brûler des tokens, on va brûler de la monnaie en fait, tout simplement pour que le réseau fonctionne, ce qui crée une mécanique de valorisation ensuite du token. Bon, pas mal. Une autre question, je pense, qui va te plaire. Là aussi, on va revenir un petit peu dans la mécanique. SP nous demande, mais quel est le mécanisme économique ? J'investis 10 000 euros, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Peut-être tu nous réexpliques un petit peu ce que tu nous as expliqué. Non, voilà, vraiment, c'est tout ça. La vraie question, il faut bien comprendre que c'est un objet financier, anthropologique, dans le sens où si de plus en plus de gens estiment que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de se couvrir contre des risques bancaires, contre des risques d'inflation, contre des risques de perte de la valeur des monnaies fiduciaires, ils vont acheter du Bitcoin. Et c'est ça qui va faire la valeur. La valeur, elle est très simple, c'est une question d'offre et de demande. Et si on reprend la question de SP, c'est que si j'investis 10 000, si j'ai bien compris ce que tu nous as expliqué, notamment via un ETN, à un moment, finalement, tu vas acheter pour 10 000 euros de Bitcoin sur le marché, que tu vas déposer chez ton dépositaire, qui va t'émettre un ETN, et finalement... Ces 10 000, ils ont été utilisés pour acheter du Bitcoin. Voilà, j'avais peut-être, excusez-moi, très mal compris la question. Voilà, la manière dont ça fonctionne, c'est les 10 000 euros que vous allez investir pour acheter, c'est l'équivalent en fait de 10 000 euros de Bitcoin qui seront chez le dépositaire. C'est ça. En fait, c'est simple. C'est-à-dire que je donne 10 000 euros à Laurent qui va acheter 10 000 euros de Bitcoin, enfin la valeur de 10 000 euros de Bitcoin, qui va envoyer ensuite chez un dépositaire. Pat nous dit, n'y a-t-il pas un risque de change avec le dollar ? Oui, parce qu'à un moment, ce Bitcoin, il est quand même exprimé dans une valeur de monnaie qu'on connaît bien. Non, mais ça peut être l'euro aussi. C'est une excellente question, mais c'est la même chose avec l'or. En fait, je vais encore prendre l'analogie de l'or. L'once d'or coté en dollars, tout pareil. Exactement. Et avec plein d'ETF qui répliquent des indices cotés en dollars. Et donc la réponse, c'est un paramètre à prendre en compte. Voilà, quand même. Donc justement, on voit une très forte corrélation entre la valeur du dollar et le Bitcoin. C'est-à-dire que plus la valeur du Bitcoin, du dollar augmente, plus en général la valeur du Bitcoin se déprécie. Et donc naturellement, dans des mécaniques où la Banque centrale américaine, la Fed, va augmenter les taux, ce qui va en général apprécier le dollar, naturellement le Bitcoin dans ces phases-là va moins bien performer que quand justement la Fed va lâcher un peu du lest, baisser les taux d'intérêt, donc il va y avoir plus de dollars qui vont circuler et donc le Bitcoin dans ces moments-là au contraire s'apprécie. En fait c'est vraiment, aujourd'hui on voit une très forte corrélation entre la M2 supply, ce qu'on appelle en gros tous les dollars qui circulent, plus il y a de dollars qui circulent, plus la valeur de Bitcoin est élevée, moins il y a de dollars qui circulent, plus la valeur de Bitcoin baisse. Ouais, intéressant. Question de Pila, pourquoi l'ETN Bitcoin cote 51 000, alors je pense qu'il veut dire 51 et non pas 51 000, alors que le Bitcoin est à 61 000, donc pas de lien comme un ETF sur le sous-jacent. Oh, elle est intéressante cette question. Il va falloir décorréler le cours de mon ETN du cours du Bitcoin, parce qu'on est bien conscient que si on veut rendre tout ça accessible, on n'achète pas un Bitcoin à chaque fois en entier quand on achète. Non, exactement, on n'achète pas un Bitcoin à chaque fois en entier. Il faut bien comprendre que ce que sont les ETN crypto, ce sont des produits financiers, c'est-à-dire que ils ont été, au moment où ils ont été émis sur les bourses d'échange, ils ont été émis, et quand ils ont été créés avec un prix précis, le prix était peut-être 10 euros. Le Bitcoin s'est apprécié, monté aujourd'hui jusqu'à 50 euros. Je crois qu'on est aujourd'hui à 51 euros à peu près. C'est ça, donc c'est vraiment le cours de l'ETN. Ça suit le cours de Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'un ETN crypto
vaut Affiche exactement le même affiche cours, le même le cours cours de Bitcoin. que Bitcoin. Sinon, ce serait pas très accessible. Ben non. Ouais. Oui, ce serait compliqué. Ce Ouais. serait compliqué. Tout le monde ne peut pas La s'acheter un promesse Bitcoin. ne serait pas Exactement. serait pas tenue. Et, Donc, et c'est la... Pardon Benoît, mais c'est la même problématique également pour les ETF. Oui, Souvent, exactement. la cotation de l'ETF n'est pas la cotation. Tu vas avoir de des l'indice ETF en sur le CAC lui-même. 40 à 5 euros. Exactement. Ouais. Ce qui compte finalement, c'est est-ce que mon ETP, mon ETF ou mon ETN réplique dans le même sens et dans les mêmes proportions le sous-jacent Exactement. que l'ETP lui-même. Exactement. Ambre, qui nous suit, tiens, qui avait posé une question au moment de l'inscription et qui est là ce soir, on la salue. Vous parlez de couverture contre le risque bancaire et l'inflation. Y a-t-il un risque systémique ? Aussi sont-ils soumis à la loi Sapin 2 ? On avait on avait un webinaire sur l'assurance vie luxembourgeoise et on en parlait de la loi Sapin 2. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un moment, notamment en assurance vie, la capacité de bloquer les fonds quand il y a une crise, quand il se passe quelque chose. Donc, je ne comprends pas forcément la question d'Ambre sur le risque bancaire et le risque systémique. Je pense qu'il veut dire, est-ce que potentiellement les cryptos sont décorrélés ou serait une protection contre un risque si demain il devait y avoir une crise financière grave qui touche tout le système ? Ben, théoriquement, en tout cas, je distinguerais Bitcoin des autres. Oui. C'est la thèse d'investissement de Bitcoin. D'accord. C'est ce que je disais, l'historique de Si Bitcoin. tout part à volo, Si tout part à volo, l'idée c'est voilà, l'or et Bitcoin en fait. on explique quand même que ça n'a pas encore été Non, ça n'a pas éprouvé encore par été les faits. éprouvé par Voilà. les faits. On voit quand même, notamment on l'a vu au moment du Covid, une très forte baisse de Bitcoin, mais ensuite une très grande performance. Donc on voit quand même que quand, en revanche, quand la guerre de 12 jours, ou quand Israël et les États-Unis ont bombardé l'Iran il y a un an, Oui. là, Bitcoin, au contraire, a été extrêmement affecté. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est un actif jeune. Et donc, sa thèse d'investissement aujourd'hui, les règles qui, on va dire, déterminent la performance en général d'un actif ne sont pas toujours évidentes pour Bitcoin. Mais on voit la même chose avec l'or. Je suis désolé, je parle beaucoup de l'or, mais aujourd'hui, on a vu énormément de spéculation sur l'or, alors que pendant très longtemps, c'était un actif qu'on imaginait comme vraiment un actif de réserve, où on avait une volatilité extrêmement faible. Et même, on est en train de se poser aujourd'hui, les experts se posent même des questions sur est-ce que l'or a pas perdu cette espèce de privilège de la stabilité. Intéressant. Surtout qu'on voit qu'il a réagi à la fois à une forte appréciation sur l'année dernière jusqu'en début de cette année, et puis que depuis le début des hostilités en Iran, c'est plus compliqué, long ça recule. Une décorrélation entre pétrole et or en général. Et sur Sapin 2, a priori, non, c'est pas concerné. C'est un mécanisme c'est une loi qui est propre à l'assurance vie, et les comptes bourse, PEA et comptes titres donc ne sont pas concernés par ce blocage ou ces saisies potentielles. Bon, après, Ambre, il faut quand même reconnaître quelque chose, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on fait de l'économie fiction. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas comment les choses se comporteraient si on était dans une crise financière d'une gravité telle qu'on en arrive à ces extrémités-là. Donc tout ça, vraiment, est à mettre sous réserve de ce qui se passerait dans ces cas-là. Est-ce qu'en régie, on a encore quelques questions intéressantes qu'on veut prendre ? Parce que moi, j'en ai une encore à poser. Ah, on me dit qu'on a éclusé l'essentiel des questions, mais j'aimerais quand même peut-être terminer sur celle-là que Alexis nous avait posée au moment de l'inscription. Quel rôle les cryptos peuvent-elles jouer dans un portefeuille diversifié sur le long terme ? Et je la groupe avec une autre, parce que ça, tu as déjà plus ou moins répondu, Benoît. Est-ce qu'on privilégie une approche de long terme sur les cryptos, ou est-ce qu'on peut envisager des stratégies plus opportunistes ? Fabien qui a décidé qu'il allait timer le marché, avec tous les risques que ça comporte. Alors, en tant que gestionnaire d'actifs... Tu vas me dire le long terme. Oui, bien sûr. Nous, on est plutôt sur une optique de long terme. Et d'ailleurs, je pense que il faut l'admettre, même le produit financier, le TN, c'est plutôt un produit financier de long terme. Et c'est pour ça qu'on appelle de nos voeux que demain, ces produits soient intégrables dans une assurance vie ou un PER. Parce qu'on voit tout simplement une appréciation... je l'ai montré depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et justement il y a une thèse d'investissement qui est de dire il y a une dévalorisation des monnaies fiduciaires, donc des monnaies des États, parce que les banques centrales aujourd'hui, elles gèrent pas aussi bien qu'elles l'ont fait par le passé, on voit des États très endettés, et donc dans ce contexte-là, Bitcoin devrait naturellement s'apprécier parce qu'il est une couverture, en fait, il me protège normalement contre ces risques financiers. J'ai envie de terminer par une dernière question. Je ne sais pas si tu t'y attends, celle-là. Le dernier thème en date dont on parle pas mal, c'est on parle beaucoup de l'IA, mais est-ce que l'informatique quantique va venir casser la blockchain et invalider durablement le potentiel de Bitcoin ? C'est une excellente question. On a écrit beaucoup de papiers. On va terminer là-dessus. Un petit peu de...
Alors, en fait, Nourriture pour l'esprit. on va pas rentrer dans le détail, Oui. mais en gros, pour faire très simple, oui et non. C'est-à-dire que, première chose, aujourd'hui, les bitcoins, il y a une partie des bitcoins qui ont été très anciennement minés, qui sont sur un protocole qui pourrait être aujourd'hui affecté par le développement de l'ordinateur. Enfin, Donc là, la première calcul génération, en quelque les sorte. premières c'est ça générations. Mais les derniers bitcoins, c'est pas le cas. En D'accord. fait. Enfin, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, en fait, ces Tu veux bitcoins. dire que la blockchain, pardon, c'est une question peut-être très naïve, Ouais. la blockchain a Ouais, évolué, en fait, c'est un ça protocole. En fait, Ouais. ce protocole a évolué. Certains bitcoins, enfin, les wallets, en fait, Ouais. donc les portefeuilles qui portent ces bitcoins, avaient été sur un schéma spécifique Mhm. qui aujourd'hui pourrait être effectivement vulnérable au quantique. Mais, et c'est ça la beauté en fait de Bitcoin, c'est que c'est open source. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet open source? C'est-à-dire qu'il y a des développeurs Bitcoin, il y a une fondation Bitcoin, il y a Donc des ça gens qui passent évolue leur en temps permanence. à faire vivre en Ouais. fait ces trucs. Et donc eux, leur préoccupation, parce qu'ils sont tous aussi incentivés à avoir du Bitcoin et à Bien ce que sûr. Bitcoin s'apprécie, Ouais. bah, leur travail aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment rendre ça complètement résilient au quantique. Et puis enfin, comme l'avait dit très bien un collègue, avant Bitcoin, si vraiment le quantique arrive, je m'inquiéterai pour beaucoup D'autres classes sujets. d'actifs. Le premier, c'est les banques, tout simplement. Oh non mais Oh non, une mais image qui bombe comme ça, juste avant mais la fin. surtout, en fait, tout ce qui est aujourd'hui chiffrage, etc. Ouais. Donc, oui. Bon, je rappelle quand même que le développement du quantique, ça prend du temps. Oui, hein. ça prend On du temps. n'y est pas Exactement, encore. Exactement. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on voit une communauté de développeurs extrêmement active qui est tout à fait consciente du problème et est en train de travailler dessus. Et voilà. Donc, on a écrit des papiers dessus. Donc, vous tapez CoinShares Et Quantum, Ouais. vous trouverez des articles. Et j'en profite pour dire que peut-être que c'est un thème qu'on abordera dans une prochaine émission de la crypto décryptée, une émission qu'on fait avec CoinShares, sur lesquelles on s'intéresse à tout un tas de choses. On a parlé de la tokenisation dernièrement et pourquoi pas, tiens, de la menace fantasme-moralité quantique sur le Bitcoin. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci, messieurs, pour Merci, Laurent. toutes vos explications ce soir. On a débordé un peu, 19h41, mais c'est pas grave. J'espère que pour vous, c'est très clair, vous avez tout compris et vous êtes maintenant en capacité d'investir dès ce soir, qui sait, puisqu'on sait que les ordres pourraient être passés demain, hein, Thomas, si j'ai bien retenu. Exactement. Voilà, sur les Dès ETN, 9 heures. CoinShares et sur ces 4 cryptos proposés par Bourse Bank. Merci beaucoup, messieurs. Merci Laurent. Merci à vous qui nous avez suivis, que ce soit sur la plateforme ou sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Bourse Bank. Très bonne soirée, à bientôt. Et je pense qu'il y a un petit questionnaire de satisfaction, comme d'habitude, après le générique de fin. Merci beaucoup, bonne soirée.